Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés d'Omerta. Je suis très ravie de vous annoncer une très bonne nouvelle, la sortie de notre nouveau hors-série Ukraine, la guerre sans fin, disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France et également sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci pour votre soutien, vous êtes là pour nous et vous pouvez compter sur nous. À vos kiosques. Chers amis d'Omerta, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, un grand entretien un peu spécial. J'ai le plaisir de recevoir monsieur Michel Taube. Bonjour Michel. Bonjour Charles Danjou, merci de me recevoir chez vous. Tu es le fondateur du média Opinion Internationale. Tu es écrivain, éditorialiste politique aussi sur CNews. Tu es l'auteur d'un livre dont le deuxième volet arrive très prochainement, mais il n'est pas encore disponible. Donc on parlera du premier, qui s'appelle Ma guerre d'Ukraine. Ma guerre illustrée d'Ukraine, et je n'en suis pas l'auteur, j'en suis l'éditeur. L'auteur, c'est Régis Hector, qui est un dessinateur de presse, très français, une sorte de Charlie Hebdo des temps nouveaux, et qui est un livre, alors bon, comme les couleurs du livre le montrent, sont plutôt pro-ukrainiens, mais comme vous êtes très pluraliste, Charles, ou tu es très pluraliste, on va en reparler, mais voilà ce bouquin. Ouais. Alors, chers auditeurs d'Omerta, aujourd'hui, le grand entretien est un peu spécial, je le disais, puisque avec Michel, nous partageons peut-être, au moins en partie, une analyse un peu différente du conflit russo-ukrainien. Mais ce qui est intéressant, et je te remercie d'avoir accepté l'invitation, c'est de pouvoir en discuter, de pouvoir en débattre et de creuser un peu plus aussi ton point de vue, puisque tu t'es engagé en faveur de l'Ukraine quasiment au début du conflit. Tu connais très bien ce sujet. C'est une actualité que tu suis au jour le jour. Et donc, on va pouvoir en discuter, en débattre. Et donc, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Okay. Moi, je voulais vous dire, d'abord, je voulais saluer les auditeurs d'Omerta. Et je voudrais leur dire qu'en fait, il y a une personne dans l'équipe d'Omerta que je respecte beaucoup, qui est Régis Le Sommier, qui pour moi est l'un des plus grands journalistes internationaux qu'on a en France. Et il n'y en a pas beaucoup, mais lui, je trouve que vraiment c'est un des meilleurs. On n'a souvent pas les mêmes analyses, mais je dois dire que voilà, c'est vraiment un des meilleurs, je le dis avec beaucoup de sincérité. Et voilà, donc je voulais saluer également Régis Le Sommier et les auditeurs d'Omerta et dire enfin que pour moi, la valeur la plus importante dans un pays, c'est le pluralisme. C'est le pluralisme. Donc je vous remercie de m'inviter, alors qu'on n'a peut-être pas toujours les mêmes analyses, mais chacun se fait son idée lorsqu'il peut y avoir de l'opposition, dans le respect mutuel, et donc pour moi c'est important d'être là. Mais écoute, je t'en remercie. Effectivement, Régis est un des rares journalistes français à avoir pu couvrir cette guerre des deux côtés. C'est-à-dire qu'il a démarré, lorsque Omerta n'existait pas encore, en réalisant une série de reportages côté ukrainien, notamment à Odessa. Et puis ensuite, il s'est rendu côté russe. Et les auditeurs, d'ailleurs, peuvent retrouver l'intégralité des reportages de Régis Le Sommier, des grands documentaires sur l'application Omerta, qui est téléchargeable gratuitement via le lien en description de cette vidéo. Alors Michel, l'actualité est très riche. On va pas parler que de la guerre en Ukraine, mais on va commencer par ça. L'actualité est très riche, notamment parce que l'élection de Donald Trump a un peu rebattu les cartes. D'abord, comment est-ce que tu pourrais expliquer cette proximité qu'on voit entre Donald Trump et Vladimir Poutine, et visiblement entre les équipes, au point que Volodymyr Zelensky, lors de son passage à la Maison-Blanche, est tombé un petit peu dans un traquenard organisé? C'est vrai que c'était un traquenard organisé, mais ceci dit, je pense que Zelensky avait commis une faute majeure quelques jours auparavant. C'est lorsque les États-Unis et la Russie se sont retrouvés à Riyad quelques jours auparavant, et que Zelensky avait protesté de n'y avoir pas été invité, alors que moi, il me paraissait normal que ces deux grandes puissances se retrouvent après, effectivement, s'être opposés très fortement pendant des années. Et le lendemain, Zelensky, qui devait être à Riyad lui aussi, le lendemain de ces retrouvailles américano-russes, a refusé de venir à Riyad. Et je pense que là, ça a été vraiment une faute politique majeure commise par le président Zelensky, pour lequel, par ailleurs, j'ai beaucoup de respect. Mais là, je pense que ça a beaucoup énervé les Américains.
Et ça a été le début, à mon avis, d'une série d'erreurs commises par l'Ukraine. Mais ça, on pourra reparler. Mais pour répondre à la question, je pense que Donald Trump a toujours une passion pour Vladimir Poutine, qui remonte, à mon avis, bien avant à son entrée en politique. Donald Trump, c'est un homme d'affaires. C'est un magnat de l'immobilier. Il a des affaires en Russie depuis très longtemps. Il y a une Trump Tower, je crois d'ailleurs à Moscou, si je ne me trompe pas. Et donc je pense que Trump a vu depuis longtemps que pour des hommes d'affaires très puissants, le business en Russie, ça a toujours été possible pour ce genre de personnalité. Et donc je trouve que Trump a un prisme pro-Poutine depuis toujours, depuis qu'il s'intéresse à la politique. La deuxième chose, c'est que je pense effectivement, c'est pas nouveau ce que je dis, Poutine a une forme de passion pour les hommes forts, pourquoi peut-être les dictateurs, les despotes. Moi, je pense que un despote éclairé, ça peut aller, mais un despote, c'est un autre problème. Et donc du coup, ce volte-face foudroyant des États-Unis, quelque part, n'est que le prolongement ou l'accomplissement d'une conviction intime qu'il y a chez Trump de vouloir se rapprocher de ce genre de personnage qui est Vladimir Poutine. Et puis après, il y a Poutine, et c'est ce que disait Régis Le Sommier sur CNews il y a peu, et il a bien raison. Donald Trump est en train de devenir un petit peu le grand vainqueur de ce qui se passe actuellement sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Plus précisément, Donald Trump a à la fois une passion pour Vladimir Poutine, mais une haine, et le mot n'est pas trop fort, très puissante contre l'Europe. Et pourquoi ? Et il y a au moins deux raisons. Il y en a une, c'est qu'il sait que l'Europe est une puissance économique lorsqu'elle fonctionne bien. Je vous donne un exemple, Airbus. Airbus, c'est une réussite européenne extraordinaire. Airbus a largement dépassé Boeing en termes de rayonnement et de conquête de marché dans l'aviation civile. Trump considère que l'Europe, c'est un concurrent commercial extrêmement puissant des États-Unis. Et tout ce qui va pouvoir affaiblir ses concurrents est bon à prendre. Donc d'abord et avant tout, il nous perçoit comme des concurrents. Pendant 50 ans, les États-Unis ont milité, entre guillemets, pour que l'Union européenne se renforce, pour que l'Europe se construise. Et depuis que Trump est arrivé, ça avait déjà un peu commencé d'ailleurs, je trouve, avec Obama, mais pas du tout dans les mêmes proportions, Trump, lui, il veut affaiblir l'Europe. Donc tout ce qui peut affaiblir le marché, la concurrence européenne des entreprises américaines est bon à prendre pour lui. Et puis, il y a une deuxième chose. Alors, moi, j'aime pas trop faire de la psychologie, mais je suis intimement convaincu que les femmes et les hommes politiques qui gouvernent notre monde sont comme vous, Charles, et moi, Michel, des êtres humains faits de chair et d'esprit. Et je pense que Poutine a un problème avec l'Europe qui est peut-être lié à ses origines familiales. Parce que son père était d'origine allemande. Et quelque part, dans la façon dont la famille Trump est arrivée aux États-Unis et a refait sa vie, là je parle de ses aïeux, il y a quelque chose là que Trump n'a pas réussi à régler avec lui-même. Et donc son hostilité à l'Europe, qui est quand même extrêmement profonde, elle est quelque part irrationnelle en fait. Elle a quelque chose d'irrationnel. Elle est rationnelle sur le plan économique, comme je le disais avant, mais elle est quelque part profondément irrationnelle. Et Donald Trump, je pense qu'il a un problème avec l'Europe, et il a des comptes à régler avec l'Europe. Ces comptes, on ne sait pas trop lesquels c'est. Est-ce qu'il y a une dimension familiale? Je n'en sais rien. Mais manifestement, l'Ukraine est pour lui un prétexte, en se rapprochant de Poutine, d'affaiblir très fortement, en tout cas de tenter d'affaiblir l'Europe. Alors à mon avis, il n'y arrivera pas, mais en tous les cas, c'est ce qu'il a en tête. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une fracture un peu idéologique entre, d'un côté, les Européens qui ont une vision un peu... maintenant, on le voit... fédéraliste d'ailleurs accéléré depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, voire
c'est ce qui faisait aussi la proximité avec l'administration Biden, c'est-à-dire la promotion de certaines valeurs sociétales, de la démocratie, etc. Et puis de l'autre côté, un Trump et un Poutine qui sont un peu des souverainistes ou des nationalistes. On voit même Trump avec là le rachat, la prise de contrôle du canal de Panama par le rachat de la société chinoise qui opérait le canal, par ses prétentions sur le Groenland, sur le Canada, etc. Est-ce qu'il n'y a pas deux visions, deux idéologies complètement différentes et qui créent une fracture dans le monde occidental qu'on n'a jamais vue finalement? Alors ça, c'est sûr qu'il y a des grandes fractures idéologiques. Il y a plusieurs fractures. En tout cas, moi, il y a une chose qui m'importe, c'est la souveraineté européenne. Et quand je dis la souveraineté européenne, je dis la souveraineté française également. C'est ça qui, moi, m'intéresse. Il peut y avoir toutes les fractures que vous voulez. Il y a une chose que je sais, c'est que Poutine et Trump ne sont pas pour qu'il y ait une souveraineté européenne. Et encore moins une souveraineté allemande, britannique, française, italienne ou autre. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Moi, je suis né en France, je suis français. J'ai un média français qui s'appelle Opinion Internationale, qui tente d'être très modestement une voix française dans le monde. Une voix, c'est-à-dire une parole française, un décryptage français de l'actualité dans le monde. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse. Donc, dans le conflit qui se passe actuellement, les croupières que tente de nous tailler Trump, le conflit avec la Russie, les barrières douanières que les Américains veulent nous imposer, tout ça, pour moi, c'est une question de bataille de souveraineté. La question, c'est qu'est-ce qu'on représente, nous, les Français, face à ces géants que sont les États-Unis, la Chine. La Russie est-elle un géant? Bon, c'est un géant nucléaire, évidemment. Mais après, l'économie russe, elle ne vaut pas beaucoup plus que l'économie italienne. Il ne faut pas non plus exagérer. Il faut relativiser. Donc pour moi, il y a un problème d'abord, il y a un problème de souveraineté pure, mais vraiment politique. La souveraineté, c'est qui est maître de son destin. Donc ça, c'est d'abord en fonction de ce critère que j'analyse les choses. Pendant longtemps, pour être souverain, nous avions besoin d'alliances. Ça a été, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la construction de l'OTAN, le soutien des Américains, qui nous avaient libérés du nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale, et pour la première, de la folie qu'il y avait entre les Européens. Donc là, la donne change, les cartes sont rebattues. Aujourd'hui, la souveraineté de la France et de l'Europe passe moins par les États-Unis à cause de la politique de Trump que j'expliquais tout à l'heure. Bon, ça c'est le premier point. Il y a ensuite un deuxième point qui est très important, qui est presque culturel, qui est une question de valeur. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, premièrement, c'est la souveraineté. Deuxième sujet, c'est ce que j'appelle des valeurs repères. Moi, je dis souvent, mon média, Opinion Internationale, c'est le média des valeurs repères. Mais quelles sont les valeurs repères que l'on défend? Quelles sont les valeurs repères qui nous portent? Qu'est-ce qui fait, Charles, que vous êtes le patron d'Omerta? Un média, ça intéresse quelqu'un quand il a des valeurs à défendre. Donc, quelles sont les valeurs qu'on veut défendre? Et là, effectivement, nous vivons à une époque où l'Occident est totalement perturbé, presque brisé par une ligne de fracture qui a surgi depuis 10, 20, 30 ans, même si elle se préparait depuis longtemps, qui est celle, effectivement, de ce que j'appellerais, comme vous le dites souvent, le wokisme. C'est-à-dire que l'Occident, qui est une terre de liberté, vous savez, moi je connais des Chinois, je connais des Russes, je connais des Ukrainiens, je connais des Nord-Africains, je connais des Africains d'Afrique subsaharienne. Ils veulent tous goûter à la liberté occidentale qui est la nôtre. Ils veulent tous avoir le choix de ce qu'ils mangent, de là où ils vont aller se balader, de prendre un billet d'avion pour aller où ils veulent, sur le sol européen par exemple. Donc cette liberté, ça c'est l'Occident. L'Occident, c'est la liberté. Et au nom de la liberté, vous avez des ennemis de la liberté qui se sont engouffrés pour remettre en question cette même liberté en faisant passer des contre-valeurs de nos valeurs ancestrales avec des attitudes qui sont le wokisme et tout ça. Et ça, c'est en train c'est comme une bombe à fragmentation qui est en train d'exploser et sur laquelle on est tous en train de se réveiller pour se dire « Ouh là là, où veut-on nous emmener ?» Et là, les peuples sont en train de se rebeller contre cet ultra-wokisme. C'est d'ailleurs, à mon avis,
une des deux raisons de la victoire de Trump. Trump a gagné parce que d'abord, c'est un businessman qui a réussi, et ça, pour le modèle américain, c'est extraordinaire. C'est un businessman qui a réussi. Vous savez, pendant des siècles, la politique était dirigée par des militaires. Pendant des siècles, voire des millénaires, les hommes, il y avait très peu de femmes dans le passé, qui gouvernaient les peuples, c'était des militaires. L'art de la politique, l'art de gouverner des hommes, c'était des militaires, c'est des chefs de guerre. De nos jours, il y a un nouveau héros qui est en train d'émerger, c'est le patron, c'est le businessman. Et Trump, il en est l'archétype même, la réalisation foudroyante. Aujourd'hui, vous avez un chef d'entreprise à la tête de la première puissance mondiale. Ça, c'est la première raison pour laquelle il a été élu et qu'il fascine tant les Américains. Deuxième raison, c'est sa bataille contre le wokisme. C'est clair, aujourd'hui, les États-Unis, beaucoup plus que la France et l'Europe, sont allés beaucoup trop loin dans une société multiraciale, dans une société totalement ouverte au reste du monde, dans une société où on peut tout dire et tout faire, où on peut changer de sexe à tout va, même un enfant de 12-13 ans va pouvoir dire à ses parents « moi je ne suis pas un garçon, je suis une fille et je vais faire ce que je veux », alors que juste 5 minutes avant, il a été influencé par une image sur Internet, etc. Et il va se dire, il va briser sa vie en voulant par une lubie changer de sexe. Il y a un ultra-wokisme. Autre sujet, le racialisme. Aujourd'hui, on attaque les Blancs parce qu'ils sont blancs. Mais moi, je suis un ancien dirigeant de la LICRA. Il y a 30 ans, j'étais candidat à la présidence nationale de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Mais à l'époque, on ne disait pas les Blancs, les Noirs. On ne parlait pas des races. Aujourd'hui, les minorités culturelles veulent prendre le pouvoir. Et on réintroduit la notion de race, la race blanche, la race noire, comme étant la grille de lecture du monde dans lequel on est. Mais ce n'est pas ça l'Occident, ce n'est pas ça nos valeurs. Et donc, si vous voulez, il y a ce wokisme racialiste qui a pris un pouvoir considérable sur lequel les peuples occidentaux sont en train de se rébeller. C'est pour ça que Mme Meloni a été élue en Italie, c'est la même chose. Et c'est pour ça que vous avez la droite nationaliste qui se développe un peu partout, alors qu'à mon avis, elle n'est pas la solution, mais enfin, c'est comme ça. Et donc, si vous voulez, ce wokisme a pris une dominante très forte. Et la raison principale pour laquelle Trump est aujourd'hui un modèle pour beaucoup de gens en Europe, c'est quand bien même Trump est contre nos intérêts, quand bien même Trump va contre les intérêts de la France, mais nos concitoyens pensent que l'idéologie de Trump, elle est finalement assez salvatrice parce qu'elle permet de remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire de revenir à un équilibre quant aux valeurs repères qui sont les nôtres. Justement, j'étais un peu long, excusez-moi. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Pour prolonger un peu sur cette question, est-ce que justement le rejet d'une partie des dirigeants européens par rapport à Donald Trump et Vladimir Poutine, c'est pas justement que ces deux dirigeants ont fait de la lutte contre le wokisme une priorité de leur politique? On sait depuis 20 ans, Vladimir Poutine, la Gay Pride est interdite en Russie. Là, Trump vient de se positionner très clairement sur le transgenrisme et un certain nombre de mesures pour faire reculer la promotion et la présence de la transidentité des transgenres dans l'espace public aux États-Unis. Est-ce que c'est pas non plus... On voit à côté Emmanuel Macron qui est, on peut dire quand même, un président qui en partie est woke sur sa vision de l'histoire, sur la manière dont il fait la promotion du transgenrisme, etc. Est-ce que c'est pas là quelque chose une opposition, une guerre de valeurs irréductible? On est tout à fait d'accord que c'est une guerre c'est aujourd'hui un des grands enjeux de sauvetage de nos pays, de la France, de l'Europe, de l'Italie, des États-Unis, du camp occidental. Et bien au-delà, vous savez, vous avez en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Chine, en Asie, vous avez plein de gens qui sont anti-wokistes. Ce n'est pas qu'un combat de l'Occident.
moi je milite beaucoup pour la réconciliation entre l'Orient et l'Occident, parce que je considère qu'à l'Orient, il y a des modernistes et des gens qui sont contre ces excès du wokisme. Le wokisme, il frappe, vous savez, l'islamisme, qui à mon avis est le principal ennemi de l'islam. L'islamisme, il tue autant sur le sol français que beaucoup plus dans les pays du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, etc. Et en Afrique noire, avec Boko Haram, je ne vous en parle même pas. Donc si vous voulez, il y a effectivement un combat. Mais là où moi je suis plus nuancé que vous, c'est que, par exemple, moi j'ai été un militant pour le Pacs. Moi j'étais pour le mariage pour tous, le mariage des couples homosexuels. Aujourd'hui, je suis contre l'idéologie LGBTQIXYZ. Alors je lève le X parce que je pense que les ultra-féministes LGBTQIXYZ ont un problème avec les corps en général et que le X, c'est vraiment pas leur truc. Mais enfin bon, ça c'est mon point de vue. Mais moi j'étais pour le mariage pour tous, j'étais pour le Pacs, mais je suis contre cette idéologie. Parce que cette idéologie, c'est en fait une mutation, du principe de la liberté, c'est-à-dire qu'un couple homosexuel, deux hommes qui s'aiment, deux femmes qui s'aiment, ont le droit d'avoir une protection juridique, la possibilité de transmettre en héritage, pourquoi pas avoir des enfants dans certaines conditions. Moi, ça ne me gênait pas. Mais aujourd'hui, on est passé à autre chose. C'est qu'on a été on est passé de l'autre côté de la barrière, et cette idéologie-là, elle est en fait pour une dénaturation complète, un changement, j'ai envie de dire, presque d'humanisme. L'homme et la femme du wokisme ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a connus pendant les millénaires. On rentre dans autre chose, dans une sorte de transhumanisme ou de post-humanisme qui est en fait une négation de l'humanité et qui est une négation des fondamentaux de la vie qui sont qu'il y a un homme et une femme, qui sont qu'il y a des cultures mais qu'elles ne sont pas rédhibitoires entre elles, qui sont qu'il y a des valeurs très importantes dans la vie qui sont la famille, par exemple. Dans cette idéologie LGBTQYZ, il y a une négation de la famille, il y a une négation du respect par les enfants de leurs parents. Regardez cette idéologie où l'enfant est roi et l'enfant a tous les droits sur les parents, où ne respecte pas l'autorité. Tout ça, c'est en train d'éclater. Les gens en ont marre. Les gens veulent un retour aux fondamentaux de la vie, qui sont le respect de l'ordre, la liberté et grosso modo, encore une fois, le respect d'autrui. Donc on allait beaucoup trop loin. Donc oui, Poutine, Trump. En Europe, certains leaders politiques comme Madame Meloni, que je respecte beaucoup et qui pour moi est une très très grande personnalité, sont des personnes qui effectivement remettent encore une fois l'église au milieu du village. Mais en même temps, ça n'est pas le seul critère de la politique. Moi, si demain Trump et Poutine se partagent l'Europe comme Staline et Hitler se sont partagés l'Europe à une époque, lors du pacte de non-agression, et ensuite les États-Unis et Staline après la guerre, bon, ça n'ira pas, parce que je considère qu'il y a une souveraineté française et européenne dont nous devons nous-mêmes être les artisans, sans avoir le moins possible besoin des États-Unis et de la Russie. Alors pour résister à la Russie et aux États-Unis, en partie aussi pour essayer de sauver l'Ukraine de la défaite, on voit que le président français essaie un petit peu de s'imposer en tant que leader. On voit qu'il essayait d'instaurer un dialogue avec Donald Trump. Dans ses déclarations depuis quelques jours, il s'oppose assez frontalement à Vladimir Poutine. Est-ce que dans cette tentative, je disais pour sauver l'Ukraine, mais aussi pour résister aux deux mastodonte russe et Amérique version Trump, est-ce que Emmanuel Macron a une chance de pouvoir incarner un leadership européen efficace? Emmanuel Macron, il est président de la République française. Il est tête d'un État qui s'appelle la France, qui est une puissance nucléaire, qui a un arsenal nucléaire important, et qui est la France. Donc d'abord, que ce soit Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, etc., j'ai envie de dire, une bonne partie de ces décisions ne tiennent pas à lui, mais tiennent à la puissance qu'il a l'honneur de présider.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Emmanuel Macron a parfois des bonnes visions et très souvent, la mise en œuvre de ces visions, elle est catastrophique. Pourquoi? Alors ça, c'est encore un autre sujet, mais d'abord, j'aimerais répondre à la première question. En fait, je pense que l'Europe, il faut bien en être conscient. Donc ceux qui sont pro-Trump ou pro-Poutine doivent bien se rappeler d'une chose. L'Union européenne, que beaucoup détestent, peut-être parmi les auditeurs d'Omerta, l'Union européenne s'est toujours construite sur des moments de crise. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu des crises, vous savez, au temps de François Mitterrand et de Madame Thatcher, l'Angleterre posait beaucoup de problèmes. Et lorsqu'il y a eu des crises, on a toujours trouvé des solutions. Donc attention, il est en train de se passer une chose, c'est que la décision de débloquer 800 milliards d'euros pour doter l'Europe d'armements militaires puissants, quelque part, je suis désolé, c'est une victoire pour l'Europe. Ça n'aurait pas été possible il y a 6 mois ou 1 an. Donc cette décision des Européens de se doter d'un arsenal militaire plus important, 800 milliards d'euros, c'est quand même beaucoup. C'est parce que Donald Trump et Vladimir Poutine ont voulu faire la nique à l'Europe, j'ai envie de vous dire. Mais cette décision, et moi je m'en félicite, parce qu'en tant que Français et Européens, je suis content qu'on investisse à fond dans le militaire, parce qu'on en a besoin pour se protéger. C'est une des conditions de la souveraineté. Mais cette décision, ce n'est pas Emmanuel Macron, ce n'est pas Ursula von der Leyen. C'est la combinaison de pays souverains qui sont la France, l'Italie, l'Angleterre, qui jouent aussi un rôle évidemment très important et qui ont trouvé les moyens de se doter, de prendre ces décisions. Après, il faut voir la mise en œuvre, ça va mettre du temps, etc. Mais, donc ce que je veux dire, c'est que Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'il laisse croire, parce qu'il aime bien parler, faire des grands discours, dire, comme il l'avait dit sur le Covid, nous sommes en guerre contre le Covid, et puis là, maintenant, nous sommes plus ou moins en guerre avec Vladimir Poutine. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on a un continent qui est fait de grands pays et qui ont une capacité beaucoup plus importante que ce que l'on croit. Nous, les Français, on aime bien s'auto-fouetter et se dire qu'on est nul, qu'on n'a que des défauts, etc. Non, la réalité, c'est qu'on a des puissances. Ensuite, vis-à-vis d'Emmanuel Macron, là où j'ai une différence, et pourtant, moi, j'étais très engagé pour la construction européenne. Il y a quelques jours, j'ai publié un édito dans mon journal, Opinion Internationale, le titre, c'était « L'OTAN est mort, vive la communauté européenne de défense ». C'est-à-dire, moi, ce que je pense, c'est que sur le régalien, sur le militaire, sur tout ce qui est police, tout ce qui est justice, ça se passe entre les États. On a trop confié de pouvoir à l'Union européenne. L'Union européenne, moi je suis pour, sur le plan économique. On a créé un marché unique qui permet une liberté de circulation des personnes, des biens, des capitaux. C'est une très bonne chose. Ça a permis, à mon avis, de développer l'euro. C'est une très bonne chose. Mais sur le régalien, c'est-à-dire le militaire, c'est entre les États que ça se passe. C'est entre l'Italie, l'Angleterre, la France, la Pologne, la Finlande, les pays qui veulent investir du pognon et risquer la vie de leurs hommes ou de leurs femmes s'ils décident d'aller à la guerre. Ça, c'est entre les gouvernements que ça se passe. Et donc moi, je suis pour une communauté européenne de défense où on va ensemble partager ce qu'on décide de partager et on va utiliser l'Union européenne juste pour une chose, c'est pour le pognon. C'est pour demander à l'Union européenne d'apporter des financements, parce que l'Union européenne, c'est une puissance économique importante, mais ça doit se passer entre les États. Donc moi, je suis pour une solution entre États, parce que sur le régalien, quand on touche à la vie des personnes, c'est au niveau des souverains que ça se passe, et les souverains, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Angleterre, et c'est les autres. Maintenant, concernant Emmanuel Macron, si je peux me permettre, me poser une question sur Emmanuel Macron. Moi, la dernière fois que je l'ai rencontré, je lui ai dit, Monsieur le Président, je suis le plus macronien des critiques de Macron et le plus critique des macroniens. Je m'explique. Moi, en 2017, j'ai trouvé intéressant qu'un homme politique tente de faire bouger les lignes et de dépasser les oppositions droite-gauche. Moi, j'y ai cru. J'ai trouvé que quelqu'un qui crée un nouveau parti, qui rencontrait beaucoup de soutien, de succès à l'époque, puisse en fait rebattre les cartes, rajeunir aussi les personnels politiques, parce qu'il faut reconnaître que sous la Macronie des premières années, il y a eu un renouvellement politique assez important. Vous avez beaucoup de femmes qui sont entrées en politique, beaucoup de jeunes qui sont entrés en politique, c'est très bien. Mais le problème, c'est que honnêtement, le président de la République
à peu près tout ce qu'il a ambitionné, il n'a pas réussi à le faire. Emmanuel Macron, ce n'est pas un politique pour moi. C'est un homme qui a des idées, mais qui a une pensée très étrange. C'est-à-dire, quand il dit « fermer la porte », il pense que c'est sa parole qui ferme la porte. Alors qu'en fait, ce n'est pas sa parole qui ferme la porte. Il faut que quelqu'un ferme la porte. Et ça, le comment faire, ça ne l'intéresse pas, il ne s'en occupe pas. Il ne sait pas animer les équipes, il sait pas, il a vraiment un problème. Or, c'est quoi la politique? La politique, c'est gouverner des hommes et des femmes. C'est de savoir dire, voilà ce que je veux et voilà comment vous allez le faire. Ça ne l'intéresse pas. Donc en fait, tout ce qu'il a touché ou presque, souvent, ça n'a pas marché. Je vous donne un exemple, l'Afrique. La France a perdu mais considérablement de son rayonnement en Afrique. C'est fort dommage. La France a bien sûr une histoire compliquée avec l'Afrique. Mais enfin, on a quand même toujours été un des leaders mondiaux en Afrique. Sous Emmanuel Macron, ça a été catastrophique. La manière dont la France s'est retirée du G5 Sahel, où nous avions des militaires présents pour lutter contre l'islamisme auprès des puissances de la région comme le Tchad, c'est Emmanuel Macron qui, un jour, du jour au lendemain, sans prévenir personne, dit « on va retirer les troupes françaises ». Mais ça a été un scandale dans tous les pays partenaires de la France. Et ça a été une sorte de débandade. Quel dommage, quelle perte de vitesse. Emmanuel Macron s'est coupé de la relation aux chefs d'État africains. Et moi, je plaide depuis des années pour qu'il y ait enfin de nouveau un sommet des chefs d'État africains et de la France. Mais au niveau des chefs d'État, Vladimir Poutine, Joe Biden l'année dernière et bientôt certainement Trump, le président chinois, le Premier ministre de l'Inde, le Premier ministre du Japon, organisent tous des sommets au niveau des chefs d'État avec les pays africains. Et la France n'en a plus fait depuis 7 ou 8 ans, depuis que président Emmanuel Macron est président de la République. Quelle erreur stratégique! Vous n'avez pas cité un seul chef d'État européen dans la liste Alors, il y a un sommet entre l'Union européenne et chefs d'État africains, tous les 2 ans, si je ne me trompe pas. Mais pour moi, la France, c'est une relation particulière avec l'Afrique. On a des choses à se dire avec nos amis africains. Et donc, ce n'est pas normal qu'il n'y ait plus de sommet entre chefs d'État européens. Sur le Covid, je pourrais dire la même chose. Emmanuel Macron s'est transformé pendant le Covid en médecin général de tous les Français. C'était le grand médecin qui disait aux Français ce qu'ils doivent faire. Moi, je n'étais pas d'accord. Je pensais, moi je suis pour une politique de santé, j'étais pour une politique de santé publique. Moi j'étais pour le port du masque, mais j'étais pour qu'on dise aux Français, c'est juste votre intérêt de porter un masque, parce que si vous croisez quelqu'un qui a le Covid, il y a un risque, on n'en est pas sûr, mais c'est plutôt, ça risque d'être le cas, protégez-vous, mettez des masques. Au lieu de serrer la main, vous donnez le coude à quelqu'un. Des mesures de bon sens lorsqu'il y a une épidémie depuis la nuit des temps. Mais je n'étais pas pour qu'on mette tout le pays sous une chape de plomb et encore moins qu'il faille remplir des papiers pour avoir le droit de sortir son chien au coin de la rue pour faire ses besoins. Donc il a été beaucoup trop loin dans un contrôle. Je ne lui pardonnerai jamais que le 16 mars 2020, un jeudi, Édouard Philippe, Premier ministre de la République, dise aux Français, demain soir, tous les commerces ferment. Demain soir, toutes les brasseries ferment. Moi, je me souviens de restaurateurs, des brasseurs qui avaient commandé des centaines de litres de bière, qui se sont retrouvés avec le stock des bières dont ils ne pouvaient plus rien faire parce qu'ils devaient fermer le lendemain soir leur boutique. Édouard Philippe d'ajouter, mais dimanche, dans 3 jours, il y a les élections municipales. Oui, vous pouvez aller voter. Je maintiens les élections municipales. C'est-à-dire au même moment, ça, une capacité extraordinaire d'Emmanuel Macron de faire des injonctions paradoxales qui perturbent les gens. Il vous dit, vous n'avez plus le droit d'aller au restaurant, mais dimanche, vous allez aux urnes voter pour les élections municipales. Résultat, on a mis l'économie à terre. Et le dimanche suivant, vous avez 11 villes de France qui sont passées chez les écologistes, dont ma ville, ma région natale, la ville de Strasbourg, parce que tout simplement, les personnes retraitées qui ont plein de bon sens ne sont pas allées voter le dimanche parce qu'elles avaient trop peur de choper le Covid. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'assesseurs dans les élections qui sont morts du Covid. Il y a beaucoup de mortalité du Covid.
Et résultat, les jeunes sont allés voter, les anciens ne sont pas allés voter, les écologistes ont gagné 11 villes de France avec un taux de participation électorale extrêmement bas. On a volé l'élection municipale dans plein de villes de France à cause de cette décision absurde du pouvoir politique. Donc Emmanuel Macron, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il lance un truc et il fait le contraire de ce qu'il dit. Il perturbe les gens, il dramatise au maximum les choses et du coup, ça fait peur. Il est très anxiogène. J'ai trouvé très, très intéressant la réaction de l'ancien ministre de la Défense, président de la région Normandie, qui est... Hervé Morin. Voilà, Hervé Morin, qui a dit que lorsqu'Emmanuel Macron a fait son discours aux Français, là, il y a quelques jours, suite aux difficultés à gérer la situation avec l'Ukraine, Emmanuel Macron a fait un discours, selon Hervé Morin, qui n'est pourtant pas un extrémiste, quoi, en disant il lui a fait peur, en fait. Il l'a mis en insécurité. Donc le chef de l'État a une capacité comme cela à parfois avoir une bonne vision des choses. Son volontarisme européen, moi je suis pour, mais la façon dont il le fait est souvent très anxiogène et trop théâtrale, trop tragique et au final pas du tout efficace. Il y a un problème comportemental évident que tu viens de décrire. Est-ce que justement sur les récentes prises de position d'Emmanuel Macron sur le conflit russo-ukrainien, est-ce qu'il n'y a pas dans cette dramatisation à l'extrême, on a l'impression que, mis à part les menaces de guerre hybride, mais on a l'impression quasiment que les chars russes, d'un coup de baguette magique, se débarrasseraient des drones ukrainiens, pourraient foncer vers l'Europe et vers Paris. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans un peu une forme de malhonnêteté qui vise à ayant perdu les élections législatives, ne s'intéressant plus aux affaires internes du pays, est-ce qu'il n'y a pas quand même une tentative de se refaire un peu un avenir de fin de mandat et un avenir post-mandat présidentiel, peut-être à un niveau européen, en surjouant quand même, en dramatisant les enjeux de la guerre? Moi, je suis partagé. D'abord, je pense que cette Europe à 800 milliards d'euros pour le militaire, qui est quand même une décision très importante. Franchement, c'est une vraie avancée pour tous les partisans de l'Europe. Il faut en avoir conscience. Tous les ultranationalistes qui disent la France, c'est que la France qui peut être maître de son destin et qu'il ne faut surtout rien coopérer avec les autres pays européens, ils en sont pour leur compte. C'est une décision très importante. Donc je me dis, le fait qu'Emmanuel Macron ait dramatisé les choses en disant il y a effectivement Vladimir Poutine est notre ennemi et on est menacé, comme tu dis, de cette invasion russe. Bon, j'exagère un peu, mais si ça a permis d'obtenir ce déblocage institutionnel pour pouvoir renforcer l'Europe, j'ai envie de dire c'est plutôt bien joué. Après, moi ce qui m'importe, c'est la chose suivante. C'est de réussir la sortie de cette putain de guerre, de cette sale guerre, qui a fait des centaines de milliers de morts et de blessés. Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. C'était une faute politique majeure. C'est une erreur historique. Il a eu tort de le faire. Tous ses objectifs initiaux ne seront pas atteints. Il voulait envahir toute l'Ukraine, il n'y arrivera pas. Il voulait prendre Kiev, on pensait qu'il allait prendre Kiev en quelques jours, il n'a pas réussi. Il voulait dénazifier le régime ukrainien, qui n'était pas du tout un régime nazi, c'était juste un régime d'une nouvelle génération d'Ukrainiens qui ont envie d'être libres et d'être occidentaux et d'être orange, d'être européens. D'ailleurs, je dis que ma cravate orange n'a rien à voir avec la révolution orange de l'Ukraine, même si pour moi ça a été une belle révolution, mais c'est un autre sujet. Tu aurais pu mettre une cravate jaune, ça aurait fait le drapeau ukrainien. Non, mais j'aurais pu mettre une cravate bleu-blanc-rouge aussi, une cravate bleue avec des étoiles jaunes du drapeau européen. Non, ça c'est une cravate en signe de respect des femmes. Voilà, même si je suis un féministe anti-féministe, mais ce n'est pas le sujet. Concernant Macron, il a dramatisé sur Poutine. Mais moi, ce qui m'importe maintenant, c'est de réussir cette sortie de guerre, c'est de réussir la paix. Et pour réussir la paix, pour sauver l'Ukraine, qui doit rester un État souverain, je pense qu'il faut commencer maintenant à changer de discours. Il faut commencer à se demander et à ne rien faire qui ne compromette la sortie de la guerre. Et donc effectivement, malgré l'attitude belliqueuse de Vladimir Poutine,
malgré l'attitude belliqueuse de Donald Trump, il faut que l'Europe arrive à s'inviter à la table des négociations. C'est ça aujourd'hui qui est le plus important. Elle en a exclu pour l'instant? Oh ben, elle en est déjà moins exclue qu'il y a 15 jours, 3 semaines. Mais c'est pas gagné. Si Vladimir Poutine et Donald Trump décident de la sortie de crise sans les Européens, et qu'en plus ils le décident à Riyad, parce qu'il va y avoir à nouveau une rencontre à Riyad dans quelques jours, à laquelle cette fois il semblerait que Zelensky participe, c'est pas gagné que l'Europe. Donc moi j'espère que l'Europe en sera. L'Europe doit en être. Ça quand même, cette guerre se passe sur le sol européen. Ça nous concerne au plus haut point. Donc il faut que l'Europe y soit. Mais là maintenant, il faut arrêter les grands discours tragiques. Non, il faut savoir parler à Donald Trump comme à Vladimir Poutine. On peut le détester, mais maintenant il faut respecter toutes les parties. Il faut respecter Zelensky, il faut respecter Poutine, il faut respecter Trump, il faut respecter les Européens et qu'ils trouvent tous une sortie de crise. Parce que là où je suis d'accord avec Donald Trump, c'est que la priorité c'est de faire la paix. C'est d'arrêter de faire parler les armes. Donc ça ne va pas être simple, ça va être très très difficile, mais il faut commencer à y arriver. Et s'il faut faire des concessions, on doit tous savoir faire des concessions. Je vous donne un exemple. Les sanctions contre la Russie. Moi, en 2022, j'étais plutôt pour les sanctions contre la Russie. Je les ai défendues. Mais j'ai entendu nos politiques nous dire les sanctions contre la Russie vont mettre à terre Vladimir Poutine, vont mettre à terre la Russie. Je me rappelle Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui disait on va abattre l'économie russe. Bon, 2 ans après, 3 ans après, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que ces sanctions n'ont pas marché. Elles n'ont pas du tout affaibli la Russie. La Russie a réussi à les contourner. Bon, peut-être que dans la balance de la négociation qu'il va y avoir dans les semaines qui viennent, on peut peut-être se dire on va échanger la levée des sanctions contre la Russie contre la consolidation du territoire ukrainien à l'abri des armes russes. Bon, moi, je ne suis pas négociateur. Ce que je dis est peut-être absurde, mais d'un point de vue de politique diplomatique, c'est peut-être pas absurde d'envisager cela. D'autant plus, d'ailleurs, que sur les sanctions imposées à la Russie et à ses alliés, vous avez aussi des personnes qui sont victimes de ces sanctions alors qu'elles n'ont strictement rien à voir avec les oligarques incriminés dans la politique de Poutine. Donc, il y a eu aussi de la part de l'Union européenne qui défend la liberté, le respect de l'état de droit, le respect des personnes physiques. Il y a aussi des personnes malheureusement qui ont été victimes collatérales de ces sanctions et qui sont injustement sanctionnées. Pour quelle raison ? Parce que je pense que ces sanctions ont été décidées souvent à la va-vite, parce que les dossiers n'ont pas été regardés de près. Il y a notamment une dame gynécologue d'Ouzbékistan qui est totalement innocente de ce qu'on lui reproche. Ses avocats en ont apporté des preuves auprès de l'Union européenne. Et le 15 mars prochain, l'Union européenne doit réviser la liste des sanctions économiques contre des personnes physiques liées à Poutine, au pouvoir russe, etc. Là, il serait peut-être bon que Bruxelles, entre guillemets, revoie cette liste en veillant à ce que des personnes innocentes qui n'ont rien à voir avec cette guerre ne voient leurs sanctions levées. C'est juste une question de respect de l'état de droit et des libertés fondamentales. Donc, voilà. Mais ce que je pense, c'est qu'effectivement, depuis que Trump est arrivé et que les cartes sont rebattues, il faut arrêter les discours excessifs qui peuvent faire peur à tout le monde, qui peuvent brusquer tout le monde. Il ne s'agit pas de se coucher. Il y a une menace russe. Vladimir Poutine l'a prouvé en envahissant l'Ukraine. Moi, je pense à nos amis baltes d'Estonie, de Finlande. Moi, j'ai des amis finlandais. J'aime beaucoup ce pays, qui est, je trouve, un pays très, très intéressant. La Finlande a 1500 km de frontière avec la Russie. La Finlande a déjà été envahie par la Russie il y a 150 ans. Donc l'histoire, elle est là. Donc si vous voulez, il est normal qu'on soit vigilant. Donc la guerre, la paix qui va arriver, ce sera une paix armée. Ce sera une paix de méfiance réciproque. Mais bon, on a l'habitude. On a vécu avec une guerre froide pendant des décennies où vous aviez un équilibre de la terreur entre l'URSS et les États-Unis. Bon, voilà, s'il faut vivre dans une paix armée, tant mieux. Mais donc respectons nos ennemis ou nos adversaires et essayons de trouver le chemin d'un compromis.
est-ce que Zelensky, sans le soutien américain, sans le soutien financier américain, sans le renseignement satellitaire, mais avec des fonds européens, on a vu que les Britanniques venaient de donner plus de 2 milliards à l'Ukraine, le soutien industriel européen, est-ce qu'il peut poursuivre cette guerre s'il n'accepte pas les termes de la négociation? La même question se pose pour Poutine. Poutine et la Russie, on le perçoit. Qui aurait cru que l'Ukraine résisterait 3 ans à l'invasion russe? Qui aurait cru qu'il tiendrait? Qui aurait cru que les Ukrainiens arriveraient même à prendre des territoires sur le territoire russe? Qui aurait cru cela? Personne. Tout le monde craignait qu'il se fasse écraser, que c'était David contre Goliath. Et donc, si vous voulez, bien sûr que c'est très très dur en Ukraine. Bien sûr que la résistance du peuple ukrainien, que moi je tiens à saluer, parce que quand même, ça a été très dur pour les Ukrainiens de tenir. Ils sont évidemment fragilisés par le retournement d'alliance quasiment de Donald Trump. Mais moi, je vais vous dire, comme le disait un ami dont j'aime bien suivre les activités, Radwan Koura, qui me disait un jour, mais peut-être que ce que Trump est en train de faire à Zelensky, peut-être qu'il pourrait le faire un jour à Vladimir Poutine. C'est-à-dire que si c'est Vladimir Poutine qui refuse à un moment donné le cessez-le-feu de faire taire les armes, ça va peut-être énerver Trump. Trump, il veut arrêter que les armes parlent. C'est ça sa priorité. Et il n'a pas tort sur ce plan-là. Donc soyons prudents, les choses peuvent encore évoluer. Moi je pense que tout le monde a intérêt, je vais vous dire, tout le monde a intérêt à ce que cette sale guerre cesse au plus vite. Tout le monde a intérêt à ce qu'elle cesse au plus vite. Et donc je pense que dans cette nouvelle reconfiguration, on peut peut-être espérer qu'il y ait un compromis qui sera dur pour tout le monde. Qui sera dur pour tout le monde. Tout le monde va devoir faire des concessions. Sinon, la guerre va continuer, évidemment. Et ce que je crois, moi, c'est que l'Europe n'acceptera jamais, ça c'est très important, l'Europe n'acceptera pas que la Russie écrase l'Ukraine. Ce ne sera pas possible. Ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce que si la Russie écrasait l'Ukraine, ce serait perçu par tous les autres pays de la région, la Pologne, les pays baltes, la Finlande, comme une menace existentielle pour ces pays-là. Et donc, si vous voulez, à mon avis, tout le monde a intérêt à trouver les chemins d'un cessez-le-feu puis de la paix. Il va falloir s'entendre avec Poutine, dont on a dit qu'il est accusé de crimes de guerre, qui est d'ailleurs sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, dont on a dit que pour les plus extrémistes, qu'il était quasiment la réincarnation d'Adolf Hitler. D'ailleurs, Zelensky a fait graver dans le marbre... C'est vraiment ignorer qui était Adolf Hitler que de comparer qui que ce soit, Poutine ou tout autre despote, dictateur, vous pouvez les appeler comme vous voulez, à Hitler. C'est pour ça que je trouve absolument dégueulasse, vraiment dégueulasse qu'aujourd'hui on reconvoque des termes déportation, génocide, Hitler, à des violences certes inouïes qu'on peut connaître aujourd'hui dans le monde par rapport à ce que nos aïeux ont connu pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment n'importe quoi. Toi, il y a ton engagement pour l'Ukraine, mais tu restes finalement assez partisan de la réelle politique, finalement, dans le rapport à la Russie, dans ce que doivent être les relations internationales. Mais évidemment. Mais c'est faire de la réelle politique que d'avoir aidé l'Ukraine à résister à Poutine. Je repose la question. Qui pensait que l'Ukraine arriverait à résister à l'ogre poutinien? Qui? Et pourquoi ils ont résisté? Parce qu'en fait, contrairement à l'analyse qu'a faite Vladimir Poutine, il y avait de la part, les Ukrainiens, comme les Européens, avaient de la ressource pour résister. Et donc, si vous voulez, si tu veux, en fait, je pense que, encore une fois, la réelle politique, en fait, la réelle politique, c'est effectivement ce qui gouverne les hommes, et la politique des hommes, évidemment. Mais la réelle politique, c'est toujours, on fait parler les armes à un moment donné,
parce que vous avez des puissances qui ont besoin de décharger toute la violence qu'ils ont en eux et qu'ils ont besoin de cette dialectique, comme disait le philosophe Carl Schmitt, de l'ennemi. En fait, la politique, c'est savoir qui est son ennemi, en fait. Vous voyez ? Bon, qui est son ennemi ? Bon. Mais à un moment donné, vous passez à autre chose, parce que la mort violente, ça marche un temps, mais ça ne peut pas durer éternellement. C'est pas possible. Ni pour... regardez Hitler, d'ailleurs. Hitler, c'est très intéressant. Hitler était un fou furieux. Bah, son régime s'est effondré presque aussi vite qu'il ne s'est bâti. Alors, au passage, il y a eu des millions de morts et des dizaines de millions de morts. Mais vous ne pouvez pas vivre éternellement dans une guerre permanente. Ça n'est pas possible. Surtout en 2025, où vous avez des puissances nucléaires et des capacités de feu qui sont tellement destructrices pour l'humanité. Soit dit en passant, c'est presque un miracle qu'en Ukraine, où il y a beaucoup de centrales nucléaires, il n'y ait pas eu d'accident nucléaire collatéral dans le cadre de ce conflit. Donc à un moment donné, cette réelle politique, oui, elle est nécessaire, mais cette réelle politique, elle va amener, je pense, les grandes puissances à retrouver un certain équilibre. Je pense exactement la même chose pour le Proche-Orient. Je pense exactement la même chose pour ce qui se passe en Afrique, on n'en parle jamais, dans la région des Grands Lacs, en République démocratique du Congo. La guerre, ça marche un temps, mais ça ne dure jamais très longtemps, parce que sinon, il y a trop de destruction de part et d'autre. Est-ce que le traitement de cette guerre en Ukraine par un certain nombre de médias mainstream te choque ? C'est-à-dire, finalement, il y a plus, on est souvent, voire exclusivement dans l'émotion et dans de la propagande pure anti-Russie, jusqu'à dire que, pour certains, il faut démanteler la Russie. Est-ce qu'il y a encore une place dans le mainstream pour une analyse et une espèce d'équilibre du raisonnement ? Alors, je dirais plusieurs choses. D'abord, pour moi, il n'y a plus de médias mainstream. Il n'y a plus de médias mainstream. Pour moi, il y a des grands médias tout court. Omerta, Frontières et d'autres médias, à gauche, Mediapart, sont des médias mainstream pour moi. C'est-à-dire, c'est des médias qui sont en train de devenir leaders. Je pense qu'aujourd'hui, les médias du web, entre guillemets, ont peut-être plus de pouvoir que les médias de la TNT. Donc pour moi, médias mainstream, excuse-moi Charles si je peux me permettre, c'est une catégorie qui n'existe plus et qui correspond à un monde ancien dans lequel tu ne te rends peut-être pas compte que tu es déjà rentré dans un autre monde comme en étant un de ces acteurs-là. Non mais je le pense vraiment. Je pense vraiment c'est intéressant. ça. Ouais. Et je pense, et c'est une très bonne chose. Parce que de nos jours, faire un média comme Omerta, j'imagine que ça coûte du pognon. Enfin, ça coûte un peu moins que la tour de contrôle qu'on peut avoir pas loin d'ici, qui s'appelle TF1. Ouais. Mais on pourrait dire pareil pour France Télévisions, pour le groupe Canal+, où c'est des milliards d'euros qu'il faut mobiliser pour pouvoir... Donc ça, tout ça, c'est un progrès. Hein. Le fait qu'il y ait plus de médias, c'est fantastique pour la liberté et le pluralisme. Ça, c'est la première chose que je pense. La deuxième chose que je pense, c'est que... bien sûr qu'il y a de la propagande. Mais quand même, on est en guerre. Il y a une guerre. Quand il y a une guerre, il y a une guerre aujourd'hui sur le sol européen. Quand il y a une guerre, quand tu as des dizaines ou des centaines de milliers de morts, c'est normal que les médias, quels qu'ils soient, que ce soit Omerta d'un côté, que ce soit TF1 de l'autre, ou LCI de l'autre, CNews de l'autre, BFM TV, que les lignes éditoriales s'affûtent et se radicalisent les unes et les autres. C'est normal, puisque c'est la guerre qui le dit. C'est la politique qui s'impose aux hommes. Et comme on disait tout au début, moi je disais, pour moi un média, c'est des valeurs repères. Là, les valeurs, on sent bien qu'elles sont en danger. Donc moi, ça ne m'étonne pas que tel ou tel média ait des lignes éditoriales très fortes qui parfois manquent effectivement de pluralisme. Et moi, je dis toujours aux personnes que je croise, mais picorez, allez à droite, regardez Opinion Internationale, écoutez CNews, écoutez un peu de BFM TV, écoutez Omerta, et puis vous ferez votre point de vue. Donc moi, je suis pour le pluralisme. Alors évidemment, moi, personnellement, ce que je trouve le mieux, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes convictions politiques, probablement, mais tu me reçois sur ton plateau, et c'est super. Moi, je pense que tout le monde devrait faire ça. Et
tout le monde ne le fait pas, c'est évident. Donc il y a des chaînes, je ne les citerai pas, mais il y a des chaînes qui sont plus unilatérales dans ce qu'elles défendent. Mais dans ce cas-là, il faut les écouter un peu, puis aller voir en face, et puis se faire son point de vue. Moi, je suis pour le pluralisme. Je considère en fait qu'aujourd'hui, c'est un des grands progrès par rapport au siècle passé, c'est que les citoyens sont mûrs, quoi. Les citoyens sont responsables, sont très très mûrs. Moi, quand je vois des jeunes de 20 ans, 25 ans, qui ont une culture politique extraordinaire, qui ont un goût de l'actualité, c'est fantastique. Il ne faut pas les prendre pour des cons. Donc il faut leur offrir une offre, il faut leur proposer une offre qui soit pluraliste pour qu'ils se fassent leur point de vue. Voilà. Mais puis ce qui est gênant avec la propagande, finalement, c'est la malhonnêteté, parce que dans un conflit C'est pas de la russo- malhonnêteté, c'est des convictions. Non, si le patron d'une rédaction considère que l'Ukraine a 100% raison, qu'elle est victime d'un dictateur qui veut l'écraser, bah, il a le droit de défendre ce point de vue. Mais si quelqu'un pense que c'est le contraire et que Poutine est légitime à envahir l'Ukraine parce que ça a toujours été un satellite de la Russie ou une province de la Russie, bah, qu'il le défende. Et puis après, chacun se fait son point de vue. Moi, je suis juste... vous savez, j'étais contre, évidemment, la fermeture de C8 et de NRJ12, mais j'étais contre aussi la fermeture de RT France. Je trouve ça complètement stupide, mais complètement absurde. Complètement absurde. Pourquoi fermer une chaîne dont on sait qu'elle est le satellite de la Russie? Mais encore une fois, les gens ne sont pas cons, ils savent très bien où aller s'informer. Donc je pense que ces mesures quasiment dictatoriales, il ne faut pas les appliquer dans un pays libre comme la France et où on est assez responsable pour décrypter nous-mêmes l'actualité. Donc pour moi, si vous voulez, ce n'est pas de la propagande, c'est aussi des convictions que chacun défend. Il y a des convictions, mais quand même, dans beaucoup d'analyses qu'on trouve, notamment sur cette chaîne à 3 lettres, c'est qu'il y a des informations qui sont données, qui sont mensongères et malhonnêtes, qui ne sont pas vérifiées. Quand on dit à longueur de plateau télévision que les Russes ont 1000 morts par jour et que la source, c'est le renseignement britannique, dont on sait que, en fait, c'est certainement une opération de communication pour déstabiliser, décrédibiliser l'armée russe, est-ce que finalement, il n'y a pas le rôle d'un présentateur sur une grande chaîne? Mais c'est quoi la solution? C'est demander à l'Arcom de faire la police des chaînes? C'est peut-être d'avoir une pluralité sur un plateau de télévision. On n'est pas qu'un seul son de cloche pour pouvoir... Je suis 100% d'accord. C'est une discussion, quoi. Je suis 100% d'accord. Après, c'est à chaque direction de chaîne de faire son point de vue. Moi, je pense que, encore une fois, toutes les chaînes qu'on a dans le paysage audiovisuel et Internet français ont leur place et sont chacune libres de faire ce qu'elles veulent, quoi. Moi, je suis vraiment là-dessus. Je ne me permettrai pas de dire à telle rédaction c'est pas bien ce que vous faites. Chacun est souverain. Et après, c'est à chacun de trouver sa place. C'est comme ça que fonctionne un pays libre. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'un pays est puissant. Et je vais vous dire, il y a un pays qui est beaucoup plus puissant que les autres sur ce terrain-là, du pluralisme, où chaque média défend ce qu'il veut. C'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est les champions du monde de la liberté d'expression. On y défend ce qu'on veut. Vous avez Fox TV et vous y avez CNN. Et chacun a son public, chacun a son business, chacun trouve ses téléspectateurs. Et c'est très bien comme ça. Donc nous, en France, appliquons ce modèle-là. N'ayons pas peur de la concurrence, n'ayons pas peur du pluralisme des idées. Et c'est vrai, ça c'est peut-être une bonne idée, ce serait bien qu'une fois de temps en temps, les patrons de chaînes concurrentes se retrouvent sur un plateau de télévision pour échanger leurs points de vue, chacun ses convictions ou ses propres propagandes, pour que le téléspectateur se fasse son idée. Il y a un sujet aussi qui t'intéresse particulièrement, c'est la question des Outre-mer. Oui. Que tu connais bien, avec des Outre-mer qui sont très différentes. Quel bilan? On a parlé de la détresse d'un certain nombre de territoires. On connaît évidemment Mayotte, il y a les problèmes insurrectionnels en Nouvelle-Calédonie, il y a aussi des problèmes socio-économiques forts en Martinique ou en Guadeloupe. Et des violences en Martinique aussi. Quel bilan on peut tirer aujourd'hui de la situation dans les Outre-mer? Alors, grosso modo, ce que vivent les Outre-mer, c'est ce que vit l'Hexagone ou la métropole, puissance 10. On parlait tout à l'heure de wokisme. Mais quand tu prends en Martinique, par exemple, c'est incroyable. En Martinique, tu as quelques militants politiques, pas très nombreux, qui ont foutu le bordel, qui ont semé la zizanie en attaquant les Blancs,
en attaquant la France, en attaquant la République française et en prétextant d'un mouvement contre la vie chère pour foutre le bordel et provoquer quasiment une insurrection en Martinique. Nouvelle-Calédonie, c'est un petit peu la même chose qui s'est passé. C'est-à-dire que tu as, dans les Outre-mer, les problèmes qu'on a dans l'Hexagone puissance 10. Problème aussi de pouvoir d'achat, problème d'inégalité sociale, problème de wokisme. Et donc, la France ne serait pas la France sur ces Outre-mer. À Paris, on s'en fout des Outre-mer. On a bien tort. La France est la deuxième puissance maritime au monde, grâce à ces Outre-mer. La France, c'est un pays qui a une richesse culturelle qui est notamment due à ces Outre-mer. La France pourrait avoir beaucoup plus de puissance en Amérique latine par les Caraïbes françaises et dans le Pacifique grâce à la Nouvelle-Calédonie et à Tahiti, si Paris en était beaucoup plus conscient. Donc là, en fait, les Outre-mer, c'est une chance pour la France. C'est un patrimoine, c'est un héritage qu'il faut conserver. Et c'est vrai que on ne serait pas totalement français si on n'avait pas nos Outre-mer. Et donc moi, je milite pour cela, entre guillemets, au niveau éditorial, dans Opinion Internationale, parce que je trouve que dans les médias nationaux, on oublie trop souvent les Outre-mer. Voilà, ça fait partie de mes convictions, j'y tiens beaucoup. Il y a des Français qui vivent en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, et qui se sentent fragilisés, qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'un retour du régalien, qui ont besoin de plus de policiers, de militaires pour les défendre contre encore une fois, des attaques qu'ils peuvent subir. Il serait très important qu'on y pense, et en tout cas, c'est ce à quoi je m'emploie dans Opinion Internationale. Alors Michel, on vient de parler de chaînes très mainstream. Il y a un sujet qui a défrayé l'actualité depuis plusieurs mois et puis très récemment, c'est la fermeture de C8. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et est-ce que tu penses que Hanouna, qui était particulièrement visé, mais finalement la déflagration a touché la chaîne entière, peut rebondir? Alors d'abord, comme je disais avant, c'est terrible de fermer une chaîne. Surtout quand c'est des hauts fonctionnaires qui le décident. Quelle lâcheté de nos politiques d'avoir créé des hautes autorités indépendantes, Arcom, CSA et autres. Non, c'était aux politiques d'assumer leurs responsabilités. Je trouve ça mais vraiment totalement odieux. Ensuite, sur C8, moi j'ai une fille, pour tout vous dire, qui tous les dimanches regardait Animaux à adopter, qui est une émission de service public, qui est une émission extraordinaire. Cette émission, elle est morte maintenant. Quel dommage, vous avez des centaines de milliers de Français qui voyaient dans cette émission tout l'amour qu'on peut avoir pour les bêtes, pour les animaux, c'est dramatique. Mais Cyril Hanouna, est-ce que Cyril Hanouna peut rebondir? Mais il a déjà rebondi. Cyril Hanouna, c'est un personnage. Alors moi, je l'ai croisé une ou deux fois. J'ai eu l'honneur, avec Radon Koura, d'organiser une manifestation devant l'Arcom pour soutenir C8 et demander son maintien. C'est d'ailleurs une des plus belles manifestations que j'ai organisées de ma vie, parce que j'en ai organisé beaucoup, contre la peine de mort dans le monde, contre le Front National, mais du temps de Jean-Marie Le Pen. Mais cette manifestation, pour moi, elle était très importante en tant qu'éditeur indépendant. Mais Cyril Hanouna, quel personnage! Vous savez à qui il me fait penser? Ça ne va pas lui plaire, mais je m'en fous, je le dis quand même. À Zelensky. Zelensky et Cyril Hanouna, ils se ressemblent énormément. Vous savez qui c'est Zelensky? Zelensky, c'était un Cyril Hanouna ukrainien. C'était un pitre qui animait la plus grosse chaîne de soirées en Ukraine et qui faisait des blagues. C'était le Cyril Hanouna ukrainien. Sauf que Zelensky, c'était aussi un homme d'affaires. C'est aussi un chef d'entreprise. C'était pas qu'un rigolo. C'est un homme qui créait des emplois. C'est un homme qui avait une vision, j'ai envie de dire, capitalistique de son business. Comme Cyril Hanouna. Et Zelensky, un jour, il a décidé de faire de la politique. Alors moi, je vais vous dire, quand C8 a fermé, je me suis dit, j'espère que Cyril Hanouna ne va pas s'auto-censurer en arrêtant de parler de politique. Parce que moi, je trouve que les meilleures émissions qu'a faites Cyril Hanouna, c'est les émissions politiques qu'il a faites, notamment pendant l'élection présidentielle. Face à Baba, je crois que ça s'appelait. Il était vraiment très fort. Parce qu'il était à la fois un intervieweur politique et en même temps un intervieweur proche des gens, proche de ce que les électeurs et les citoyens ont envie d'entendre et obtenir de la part des candidats à des mandats électifs. Et donc moi, ce que j'espère,
c'est que Cyril Hanouna va continuer à faire de la politique. Donc que ce soit sur sa chaîne Zoubida TV, tu parlais de chaîne mainstream, mais ce n'est pas une chaîne. Cette Zoubida TV est déjà devenue une chaîne mainstream parce qu'il paraît qu'elle fait même plus d'audience que Quotidien sur les box et sur les différents moyens de la voir. Donc moi, ce que j'espère, c'est que Cyril Hanouna va continuer à faire de la politique sur ses émissions. Et que sur M6, il pourra le faire. D'ailleurs, est-ce qu'il va aller sur M6? Peut-être que là, il a trouvé les moyens avec Zoubida TV de continuer TPMP en toute liberté sur ce qui est aujourd'hui le nouveau paysage audiovisuel français, c'est-à-dire sur le web. Donc, bravo Cyril Hanouna, j'ai aucune inquiétude pour lui, mais ce que je pense, c'est que en Cyril Hanouna, il y a un peu plus que l'animateur TV. Il y a quelqu'un qui effectivement est en phase avec une grande partie du pays, comme Zelensky l'a été en Ukraine à une époque. Et je ne le dis pas à la légère, je le pense vraiment. Alors je ne dis pas que Cyril Hanouna doit faire de la politique, ça c'est à lui d'en décider. Mais ce que je dis en revanche, c'est que les médias, ils ont une fonction politique à remplir. C'est d'éclairer le débat public dans notre pays. Et ça, Charles, dans Omerta, c'est ta responsabilité. Moi, dans Opinion Internationale, c'est ma responsabilité. C'est la responsabilité de toutes les grandes chaînes, c'est d'éclairer le public. Et je trouve que Cyril Hanouna, il est un de ceux qui a fait les meilleures émissions politiques. Donc j'espère qu'il va continuer à le faire. Michel, merci d'être venu pour ce grand entretien. J'espère qu'on pourra redébattre très bientôt. Chers amis auditeurs, merci d'avoir suivi cet entretien et je vous dis à très vite.